Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. Salut à tous, c'est Olivier Audou, épisode d'avril. Alors, on rentre juste des Radio Days Europe qui se déroulaient cette année à Prague. On en parlera rapidement dans la partie actu, avant notre numéro du mois prochain où on entrera bien plus dans les détails. On parlera aussi dans la partie actu débat de Radio Player. J'accueillerai aussi Julien Vigier qui nous partagera ses carnets d'écoute. Puis je recevrai Rémi Berthelon qui viendra nous parler de l'identification des radios à l'antenne. Dans notre deuxième partie interview, Julien Vigier recevra Samuel Zniber, alias Sam Z, oui, le fameux Sam Z, avec un parcours impressionnant tant en France qu'à l'étranger dans les radios. Et il a lancé depuis 2 ans la start-up Musique d'Attaque, très en pointe sur la recherche musicale, grâce à des algorithmes qui repèrent les tendances par cible sur les écoutes en ligne et sur les réseaux sociaux. C'est passionnant. Des ondes Vocast, épisode d'avril, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on commence avec le Zoom Actu. Alors, on revient donc des Radio Days Europe, comme vous le voyez, avec un très gros rhume. Et oui, il a fait froid, il a neigé. Mais voilà, on peut quand même faire ce podcast. Alors, on a croisé pas mal de monde et on a fait aussi plein de petites interviews dans les couloirs. Par exemple, avec Charles-Emmanuel Bon, le nouveau secrétaire général de Radio France. Des ondes Vocast. Charles-Emmanuel Bon, bonjour. Bonjour. Tu es le nouveau secrétaire général de Radio France. En quoi consiste ton nouveau rôle ? Alors le secrétaire général, il a plusieurs rôles chez Radio France. Il a un rôle d'animation interne de l'entreprise, donc de bien s'assurer que les différentes directions, les différentes chaînes, les différents orchestres sont tous bien coordonnés, travaillent bien ensemble. Il a un rôle qui est plus juridique, qui est le rôle de la gouvernance de Radio France, donc d'assurer la bonne tenue des conseils d'administration et toute la gouvernance externe. Il a aussi le rôle d'expliquer et de travailler avec les tutelles, puisque Radio France est une société publique. Donc il travaille à la fois avec le ministère de la Culture, le ministère du Budget, l'Agence des participations de l'État, l'ARCOM, les chambres du Parlement, Sénat, Assemblée nationale, de façon à pouvoir à la fois informer toutes ces organisations de la stratégie, de discuter avec eux et de négocier la trajectoire financière de Radio France. Hier, tu es intervenu sur une table ronde et tu es intervenu sur le sujet du numérique. Est-ce que c'est encore dans tes prérogatives ou c'est lié à ton ancien rôle ? C'est pas une question de prérogative ou pas de prérogative. Moi, mon objectif et mon job, c'est de faire en sorte que la stratégie de Radio France soit à la fois implémentée et comprise, notamment par les gens qui sont ici à Radio Days. Et donc, ça fait tout à fait partie de ce que je fais. C'est pas pour autant que c'est moi qui fais ci ou ça. C'est pas du tout mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de coordonner et d'assurer qu'il y a une articulation claire de la stratégie de l'entreprise. Sur l'ensemble des sujets. Et donc dans cette table ronde hier, quelque chose qui m'a intéressé, tu disais que en fait même en faisant de la radio linéaire, maintenant il faut aller réfléchir à comment faire des contenus qui soient aussi adaptés au non linéaire. Est-ce que tu peux expliquer un peu en détail en quoi ça consiste, notamment pour les équipes qui fabriquent encore des programmes radio, qu'est-ce que ça veut dire dans leur façon de travailler ? Les équipes fabriquent des programmes radio et il faut qu'elles continuent à le faire. Par contre, ça veut dire qu'au moment même de la conception, il faut qu'on puisse réfléchir à la façon dont ces contenus pourront se décliner sur d'autres modes de distribution que la radio linéaire et de dire, une fois que c'est fabriqué, que c'est produit, que c'est mis en onde, je m'en occupe plus. Ça veut dire, par exemple, si on fait des séries de fiction, des fictions sur France Culture, de penser que potentiellement, plus tard, on pourra exploiter, plus tard ou avant d'ailleurs, on pourra exploiter ces différentes fictions sous forme de séries et donc de prévoir, en tout cas dans la narration, une façon de mise en épisode, par exemple, qui soit pas nécessairement celle qu'on va utiliser sur le on-air. Ça peut être aussi de bien savoir dans une émission quels sont les 3-4 moments qui sont les plus importants, les plus intéressants pour une exploitation sous forme de format très court, qui pourrait être réutilisé par exemple sur un réseau social. D'accord, un peu de la Netflication de la radio. C'est pas vraiment de la Netflication parce que nous, la différence de Netflix et de nous, c'est que nous fabriquons la totalité de nos contenus. Donc nous, c'est vraiment sur
la façon dont on conçoit et on produit nos programmes qu'il faut qu'on travaille. Netflix, c'est une société qui achète à des producteurs externes, donc on n'a fait vraiment pas le même métier. Bien entendu. Merci beaucoup, Charles-Emmanuel. Des ondes Vocast. Et le reste de ces interviews au Radio Days seront à retrouver dans notre prochain numéro, le temps de monter tout ça. En attendant, un petit aperçu des sujets évoqués pendant les Radio Days. Alors, les Radio Days Europe, c'est la plus grosse conférence annuelle dédiée à la radio, avec des sujets toujours à la pointe de l'actualité. Cette année, encore très très grosse popularité pour des sujets très tendances. Alors le podcast, bien sûr, ça fait déjà pas mal d'années. Les liens entre la radio et TikTok et surtout l'intelligence artificielle. Toutes les sessions qui étaient consacrées à ce sujet faisaient ça le comble. Il y avait notamment une session de présentation du fameux Radio GPT qui a totalement bluffé l'auditoire. On essaiera de vous passer un extrait aussi le mois prochain. Dans le reste de l'actu radio, eh bien, ça bouge pas mal à Radio Player avec Yann Le Garçon qui quitte Radio Player France pour prendre la tête de Radio Player Worldwide. Pas mal qu'un Français prenne ce rôle. On sait que Radio Player a été créé par les Anglais et le rôle était tenu jusqu'ici par Michael Hill. Toujours à propos de Radio Player, on a essayé d'en savoir un peu plus sur la fin de la diffusion des radios de la BBC sur Radio Player UK. Et apparemment, eh bien, ce ne serait pas que lié à une décision de la BBC, mais ce serait aussi pour des raisons de concurrence, notamment vis-à-vis de TuneIn, qui ne peut plus diffuser les radios de la BBC non plus. Toujours dans l'actu et encore à propos de Radio Player, au Radio Days a été annoncé un nouveau partenariat entre Radio Player et Renault, afin que Radio Player soit la solution pour l'écoute de la radio hybride dans les voitures de la marque aux losanges. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Alors, tu es le directeur de VO2X, société de conception de contenu audio pour les entreprises. Et comme chaque mois, tu vas nous partager tes carnets d'écoute. Oui, très rapide ce carnet d'écoute ce mois-ci, mais retenez bien le nom de ce podcast. C'est Combini qui a lancé Small Talk il y a de ça quelques mois, avec aux manettes de ce podcast David Castello-Lopez, qu'on a pu voir notamment dans des formats de Canal+ à l'époque. Ça s'appelait Depuis quand ça existe. Maintenant, il est sur la télé suisse. C'est un homme très rigolo. Je pense voilà qu'on peut le qualifier comme ça. Un ovni audiovisuel, un intervieweur assez étonnant, très cultivé, mais pince sans rire. Et alors, Small Talk, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement l'interview pendant une bonne demi-heure d'une personnalité, Éric Judor, par exemple, Hugo Décrypte récemment, Roman Fressinet. C'est l'interview d'une personne où on parle de tout sauf de l'actualité de la personne. Alors, c'est un petit peu ce que vous aviez pu avoir écouté sur À bientôt de te revoir, le podcast de Binge Audio, qui était présenté, lui, comme le concept d'une contre-soirée dans une cuisine, mais donc là aussi avec des invités célèbres. C'est globalement le même format. D'ailleurs, dans À bientôt de te revoir, c'est Sophie-Marie Laruy qui présentait ça. Elle a été invitée de Small Talk et elle l'a fait remarquer quand même, du coup, à David Castello-Lopez avec bienveillance. C'est vraiment cool, c'est très original, il y a des questions marrantes, genre quelle a été ta plus grande douleur physique, est-ce qu'il y a un médicament que tu aimes bien manger, dont tu aimes bien le goût par exemple, voilà, ça part dans tous les sens, ça permet de connaître un peu mieux les personnalités qu'on a l'habitude de voir un peu partout, ça permet de les faire parler d'autre chose que de leur actualité, donc forcément on a l'impression d'être la petite souris qui rentre dans le quotidien de ces gens-là. Ça sort tous les 15 jours, voilà, c'est Combini qui a starté ça, c'est disponible évidemment partout en streaming audio, mais aussi en vidéo. On peut le voir sur Combini, puisque c'est enregistré aussi en format vidéo. Small Talk tous les 15 jours sur Combini, c'est très 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 bien. Merci Julien, et on va écouter donc. Et dans quelques minutes, tu reviens pour l'interview de Sam Z, mais en attendant, on accueille Rémi Bertolon. Salut Rémi. Bonjour Olivier et bonjour tout le monde. Rémi, tu es animateur du Voice Track en duo Rémi et Jam, diffusé sur plusieurs radios en France. Alors, aujourd'hui, tu voulais nous parler de mise en onde. Et oui, c'est vrai Olivier, on est tous à la recherche de fluidité de programme ou comment surprendre l'auditeur.
Et je voulais commencer avec cette belle idée que j'ai entendue sur Europe 2, tout simplement en mangeant ma salade à midi. Vous connaissez les chanteurs qui donnent le nom de la radio sur une intro, c'est sûr. Et Europe 2 a eu cette belle idée de faire des petites cartouches à diffuser juste avant les autopromos avec un texte qui va parfaitement avec le storytelling Europe 2. On en avait d'ailleurs parlé dans le podcast. Et ça donne ça. Donc Paul de Montreuil finit son speak et vous entendez Juliette Armanet juste après. En direct ici sur l'antenne d'Europe 2. Bonne chance. Cash au 7 12 13. Le dernier jour de l'espoir. Coucou, c'est Juliette Armanet. Composer une mélodie au piano, écrire des chansons au stylo. Pour Europe 2, je peux le faire. Europe 2. Le meilleur son. Voilà, je trouve ça classe et élégant. Juste après, il y a l'écran pub qui démarre. Alors, j'ai un autre exemple avec iPhone, là aussi, toujours avec la fin du speak de Paul de Montreuil. Noël Gallagher sera tout à l'heure au micro de Michael. Rendez-vous pour ça ce soir à 21h sur Europe 2, la radio des meilleurs groupes comme iPhone, par exemple. Salut, c'est iPhone. On écoute Europe 2 parce que c'est la vie. Voilà, c'est court et efficace. On a presque envie qu'elle nous dise « Écoutez-moi sur Europe 2 dans 3 minutes ». Un hook parlé en quelque sorte. Oui, c'est subtil, en effet. Alors, autre chose, tu as entendu aussi des radios qui enchaînent les disques sans jingle. Il y a quelques temps, It West avait déjà testé le concept et il me semble qu'ils ont abandonné l'idée et ça se présente à nouveau sur certaines radios locales, effectivement, des hits enchaînés sans aucun jingle, aucune virgule ni rien. Peut-être pour se rapprocher des plateformes de streaming, peut-être pour reposer l'oreille également, hein, c'est possible, pour mettre en avant le côté musique de sa playlist. Moi, j'aurais presque tendance à mettre simplement une virgule, c'est sobre, ça se fait beaucoup encore en Belgique, mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'essayer de tester pour être au plus proche de ses auditeurs. J'aime bien cette démarche. Et puis, dans les interventions, cette fois-ci, dans les speaks des animateurs, donner trop souvent le nom de la radio, ça peut lasser l'auditeur aussi, non ? Et oui, effectivement. Olivier, je voulais vous en parler en fait parce que j'ai écouté la radio belge et j'ai trouvé ça très agréable. On a presque un petit peu tendance ici chez nous à exagérer sur le nom des radios. Alors vous allez me dire, oui, médiamétrie ceci, médiamétrie cela. Oui, je comprends tout à fait la démarche, hein, mais c'est quand même un peu fatigant, usant à l'oreille de matraquer le nom de la radio. De temps en temps, sur un speak, voilà, par-ci par-là, on pourrait éventuellement lever le pied. Justement, exemple sur Contact FM, la playlist de Tonton. Petite parenthèse, c'est l'émission où effectivement le programmateur tous les jours à 10h pète les plombs, il passe à ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est très drôle et très sympa. C'est animé par Gaëtan. Écoutez, alors je vous ai sélectionné ce speak sur la longueur. Pas de montage, mais vous pourrez noter avec moi. Je crois qu'il a cité une seule fois le nom de la radio. Écoutez. Radio Contact. Allez, roule ma poule, encore une petite expression ringarde. Il est 10h, bienvenue. Radio Contact. 10h, 11h, la playlist de Tonton. Tonton Sur Radio Contact. Tonton. Ouais, j'arrive à ça. La playlist de Tonton. Vas-y, Contact, fais péter le son. Chiant, ça patate. Tonton, vas-y, tonton, c'est bon. Vas-y, tonton, fais péter le son. C'est bon, ça. Dites, à partir de la semaine prochaine, chaque jour, je vous donnerai une petite expression ringarde. Je vais instaurer ça, c'est pas possible. Salut tout le monde, c'est Gaëtan Barthez avec vous et on est ensemble jusqu'à 11h pour cette playlist de Tonton. Qui est cette playlist où on vous diffuse les petits plaisirs coupables de Tonton. On s'éclate ensemble tous les jours et ça vous fait bien plaisir. Déjà, merci pour tous vos messages que je reçois. Et puis, surtout, retrouvez la playlist de Tonton sur radiocontact.be aussi. Il y a la web radio qui est disponible. Alors, encore une fois, aujourd'hui, Tonton, il a fait fort. Hein. On va avoir les Supremes. Herbert Léonard pour le plaisir, on va en reparler dans quelques instants. On aura Raft, U2, Whitney Houston, on va aller dans tous les sens et ça fait bien plaisir. C'est parti maintenant pour la playlist de Tonton et on est ensemble jusqu'à 11h, ne zappez pas. Et comme dirait Tonton, on monte le son. Hein. 10h, 11h. La playlist de Tonton. Voilà, c'est ça. Il cite le nom de la radio une seule fois et en plus en donnant le site internet radiocontact.be. Voilà, au passage, Olivier, je te dédicace cet extrait de la playlist de Tonton, ton émission préférée, non ? Oui, on ne peut rien te cacher, Rémi. Merci pour la dédicace, Rémi. On se retrouve le mois prochain. Merci, Olivier. À bientôt. Et tout de suite, Julien Vigier reprend les manettes de ce podcast, direction Le Mans pour notre grande interview du mois. Des ondes vocastes, l'invité.
un prénom et une lettre en guise de nom de famille. Sam Z avec nous pour Des Ondes Vocast, le podcast dédié à la radio. Bonjour Sam. Sam Z, Sam Zniber, comment on dit ? Comme tu veux, en fait, Sam Z, Sam Zniber, et bravo pour votre podcast, parce que j'écoute régulièrement et ça fait du bien. C'est rafraîchissant. En tout cas, pour quiconque travaille en radio, Sam Z, c'est celui qu'on connaît forcément de nom. On va dire qu'il y a des personnages comme ça qui sont liés au succès de la radio depuis les années 90. Et justement, j'ai envie que tu nous racontes qui tu es, ton parcours. Il y en a beaucoup qui te connaissent, mais c'est vrai que le parcours est tellement long qu'il mérite d'être raconté vraiment en détail. Tout ça commence quand et tout ça commence comment, l'amour de la radio ? Alors, l'amour de la radio commence quand j'ai 10 ans et je vis avec ma mère en Californie et je découvre le son de la radio californienne. Pendant 1 an, j'écoute la radio plusieurs heures par jour sur un transistor et je découvre ça. Et donc, tous les jours, je m'abreuve de ça. Puis, au bout d'1 an et demi, j'arrive avec ma mère toujours, parce que là, j'ai 11 ans et demi, j'arrive à Montpellier. Et à Montpellier, c'est le début des radios libres. Et même les radios les plus écoutées, ça n'avait pas du tout le son des radios californiennes. Les enchaînements à l'époque, on attendait la fin du fade pour balancer le disque d'après. Il n'y avait pas de jingle, il n'y avait pas les traitements de son, il n'y en avait pas, ou c'était pas terrible. Donc, de façon totalement inconsciente, j'appelle le directeur général au téléphone de la radio la plus importante de Montpellier, qui s'appelait FM7 à l'époque, pour lui dire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, j'arrive des États-Unis, j'ai écouté la radio pendant des heures, et ce que vous faites, c'est pas terrible. Voilà, ça sonne pas, c'est pas excitant, voilà. Et il est amusé, il arrête pas de rire, il a le sourire, il s'appelait Marc Nehama à l'époque. Et il me dit passe me voir, et donc je passe le voir, on discute pendant 2 heures, bien 2 heures. Et au bout d'un moment, il me dit écoute, il faut que tu rentres dans l'équipe. Je vais te donner une émission le mercredi après-midi et une émission le samedi après-midi. Et donc je fais ça pendant quelques années. Et au bout d'un moment, ça devient énergie. Et moi, j'étais déjà dès l'âge de 14 ans, je faisais des allers-retours en TGV à Paris pour aller dans les studios d'énergie à Paris. Donc j'étais déjà fan. Et puis donc énergie Montpellier commence. Donc je fais de l'antenne sur Énergie Montpellier. Puis après, je fais plein d'antennes un peu partout. Énergie Montpellier, Énergie 7, Énergie Nîmes. Puis après, je bosse pour Radio Nemo, qui était la radio du maire de Nîmes, qui était la radio numéro 1 dans le Gard. Et là, le service militaire, et les services militaires à Marseille. Et puis après le service militaire, je vais à Paris. Et au bout de quelques mois, je finis par trouver une place sur Maximum. Je faisais les nuits sur Maximum pendant 1 an. C'était une radio fantastique avec un super son. Pas besoin de revenir sur Maximum. Tout le monde en a une image iconique. Voilà, 1 an de délire là-dessus. Et puis, je finis par rentrer sur Énergie à Paris. Et là, pendant 7 ans, 7 ans de plaisir à faire de l'antenne sur Énergie. J'ai fait un peu toutes les tranches. Puis au bout d'un moment, je fais aussi un peu de télé, donc je fais le top 50 sur France 2, je fais un peu de TF1, mais bon, c'est anecdotique. Et au bout d'un moment, je me dis maintenant j'aimerais bien prendre la programmation musicale, prendre la direction des programmes et tout ça. Et je vois qu'à Énergie, c'est pas possible à ce moment-là. Et je me fais embaucher par Fun TV et après Fun Radio. Et là, on a un gros succès avec l'équipe. Parce qu'on part de 4 points et quelques en audience cumulée pour arriver à plus de 8.7. Et puis là, je me dis, ça serait bien parce que là, c'est la boucle qui se boucle, en fait. Comme j'ai découvert tout ça aux États-Unis, je me dis, ça serait bien de faire mon métier en anglais. Et justement, j'allais y venir, c'est le moment, en fait, où tu quittes la France en 2001. Pour devenir celui, en fait, qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le gars qui a réussi en France dans les années 90 en radio, et puis qui ensuite est parti dans des radios qu'on ne connaît pas, pour finalement faire des jobs qu'on connaît pas nécessairement et travailler sur des programmes qu'on n'écoute pas. Et c'est ça qui rend un peu le mystère Sam Z en réalité. Donc tu quittes Fun début des années 2000 et puis je quitte Fun début de 2001. Je vais dans un coin pas terrible, Manchester. Et pour diriger une radio qui s'appelle Galaxy, qui était exactement le même format que Fun. Et après, je vais à Newcastle. C'est encore moins terrible, c'est très très froid, c'est juste en dessous de l'Écosse. Et là aussi, gros succès, c'est-à-dire que Galaxy à Newcastle
à un concurrent qui est là depuis 25 ans et qui est toujours numéro 1. Et en 6 mois, on arrive à devenir numéro 1. Et je reçois une offre de Clear Channel à l'époque, ça s'appelle maintenant iHeartRadio, pour diriger un réseau de radio. Là, il faut bien expliquer quand même à ceux qui nous écoutent, c'est notamment pour les plus jeunes qui viennent de rentrer dans le podcast. Là, il faut bien expliquer que ce groupe-là, en fait, c'est une machine gigantesque. Ouais, alors oui, iHeartRadio, aujourd'hui, c'est 850 radios aux États-Unis, dont V100 à New York, qui s'est fait à Los Angeles. Quand ils font leur show type les Energy Music Awards, eux, ils ont Taylor Swift, ils ont Katy Perry, ils ont tout le monde, quoi. C'est gigantesque. Ouais, c'est assez balèze. Et en plus, ils ont un service comme Spotify qui s'appelle iHeartMedia, qui a beaucoup de succès. Mais bon, à l'époque, c'est Clear Channel et c'est aussi balèze. Donc, je suis très content d'arriver à Sydney à 31 décembre. Il fait 31 degrés et je viens d'un endroit où il fait moins 15. Donc je suis content. Et puis là, on me donne une radio qui est en petite forme et qui fait 6 points d'audience. Et je la monte à 9,3. Pas tout seul, avec toute l'équipe. Et donc là aussi, succès d'audience. Je suis rappelé par un gars dont j'ai toujours été fan et pour qui j'ai travaillé à RTL pour Fun, Axel Duroux, qui me propose de devenir directeur général adjoint de Fun et RTL2. Donc, au bout de 3 ans, je reviens de l'Australie, de Sydney, pour diriger Fun et RTL2 comme directeur général adjoint. Et puis là, le temps, Fun n'est pas en grande forme. Le temps de former une équipe avec Morgane Serrano, avec Gaël Sanquer, toute une équipe à la prod, Jean-Michel Méchin. Enfin, il y avait toute une super équipe et on fait remonter Fun. RTL2 remonte aussi. Et puis là, au bout d'un moment, je finis par avoir un manque de l'international et j'accepte une offre de Lagardère. Et je deviens vice-président des programmes de Lagardère sur, à l'époque, il y avait 9 pays et 24 réseaux. Et au bout d'un moment, il me donne aussi Virgin et RFM. Voilà. Et puis, Virgin, c'est pas une grande décision d'avoir transformé Europe 2 en Virgin. Donc, je finis par ne plus en faire partie. Je quitte la France pour aller à Miami, où je deviens consultant pour une boîte de recherche bien connue qui s'appelle Radio Intelligence. Et là, j'ai quelques années très excitantes où je suis consultant pour des réseaux de radio au Portugal, en Espagne, au Brésil, au Danemark, en Grèce, et j'en oublie. Tout ça en vivant au soleil à Miami, donc un vrai plaisir. J'apprends beaucoup de choses, c'est assez génial. Et puis alors après je fais un petit tour à New York aussi, toujours en faisant le même boulot. Et puis retour à Miami parce que je suis embauché pour être le patron des programmes de une radio qui s'appelle The Beach maintenant, mais qui s'appelait Magic 102.7 à l'époque. Et puis là, expérience fantastique parce que dès que j'arrive, on me dit voilà, t'as pas de budget pour la recherche, t'as pas de budget pour le marketing, t'as pas de budget pour le morning, débrouille-toi. Donc j'ai appelé mes potes, j'ai appelé David Perrault qui m'a donné un sacré coup de main avec le traitement de son, il a fait le meilleur traitement de son de la bande FM de là-bas. J'ai appelé les Costa qui m'ont fait un habillage pour que dalle, pour me rendre service, et comme les Costa on n'a jamais entendu leur jingle aux États-Unis, c'était très surprenant et ça a plu à tout le monde. Ouais. Voilà, et en plus ça rentrait tellement bien dans le traitement de David Perrault que c'était fantastique. Donc succès avec cette radio. Et puis après, je me dis il fait trop bien, il fait trop chaud. Donc je me fais embaucher à Montréal pour une radio qui s'appelle The Beat 92.5. Et là j'y reste 2 ans et demi. Et puis après, retour comme consultant pour Radio Intelligence à Miami. Il y a beaucoup d'allers-retours. Et puis au bout d'un moment, je me dis mon pays me manque quand même parce que ça fait 10 ans. On y arrive à l'actu chaude, au poste actuel. Donc il y a un service de data music, on en reparlera longuement évidemment parce que ça nous intéresse beaucoup. Et puis il y a un job de radio, Sam, à Nosta dans la Sarthe. Oui, donc retour au bout de 10 ans à l'étranger, retour en France. Et puis là, je bosse un peu comme consultant à droite à gauche, puis aussi pour un groupe de radio. Et puis arrive le premier confinement. Et puis dans ce confinement, comme beaucoup, à part regarder des
des séries sur Netflix et de lire des bouquins, je finis par m'ennuyer un peu. Donc je crée une start-up. On en reparlera après. Et puis à un moment, je contacte Gaël, Sanker et Xavier, Lessu, à Nostalgie, en leur disant j'ai vu qu'il y avait un poste Nostalgie qui se libérait au Mans. J'habite au Mans avec ma famille. Ça serait pas mal parce que de toute façon, je dirige une start-up. On sait très bien qu'au début, quand on dirige une start-up, on n'a pas de quoi vivre en fait. En gros, pour faire simple. Ça a quand même été un petit choc pour pas mal de passionnés de radio, de voir une personnalité comme toi avec tout ton parcours faire de la radio sur une antenne locale de Nostalgie, dans le sens où c'était surprenant, vraiment. Alors pas du tout. C'est-à-dire que d'ailleurs, je suis toujours surpris quand j'entends ce genre de réaction, parce que moi j'habite au Mans. Il y a une radio au Mans qui passe la musique que je passais quand j'étais adolescent et que je commençais à faire de la radio. J'ai pas fait d'antenne depuis 98 et c'est ma passion première. Ah, mais c'est ça. Mais alors c'est ça en fait. On touche du doigt le truc. Avoue que à force d'avoir été manager, au bout d'un moment, t'as voulu faire tout simplement du micro, quoi. C'est exactement ça. C'est passer de la musique, enchaîner les jingles, poser sa voix dans un bon traitement, avoir un bon micro. Et puis quand on veut faire ça, la question de sur quelle radio se pose pas en fait. C'est-à-dire que c'est la radio qui est là et qui le fait bien en plus. Parce que s'il y a bien une radio qui fait bien les choses en ce moment, c'est Nostalgie, quoi. Donc voilà. Donc, c'est un bonheur. Pour le CV qui n'était pas express pour le coup, c'est fait. Et si on est ensemble dans cet épisode du podcast des ondes vocales, c'est évidemment pour maintenant parler et rentrer dans le dur de ce qu'on appelle la magie de la programmation musicale. On verra si c'est magique. En tout cas, avec des questions sur ce qui fait vraiment ton truc à toi, c'est-à-dire ta passion pour la musique. Quelle est la chanson qui va fonctionner? Je la joue quand? Je la joue combien de fois par jour? Il y a Radio Intelligence en 2016. Aujourd'hui, tu as aussi cette start-up dont tu vas nous parler maintenant. Mais avant toute chose, raconte-nous ta passion. Est-ce qu'il y a en toi une part de Sherlock Holmes, celui qui résout en fait l'énigme de l'audience par les bonnes rotations? Ben oui, ça a toujours été la passion et l'obsession de passer le bon mix musical, le bon format musical, les bons titres au bon moment, de savoir aussi quelle nouveauté rentrer. Ça a toujours été l'obsession dans les années 90, je faisais partie du comité d'écoute hebdomadaire pour rentrer les titres sur Énergie. Donc tout de suite, ça m'a tout de suite donné cette obsession-là. C'est dès qu'il y a un nouveau titre qui arrive, est-ce que c'est pour quel format, c'est pour quelle radio, c'est pour rentrer quand. Il y a une vraie obsession là-dessus, oui. Et puis de satisfaire l'audience surtout. Ouais, d'être en raccord avec sa cible. Quand tu étais en France, d'ailleurs, on peut le dire, Sam Z, c'était les fortes rotations, hein, quand même, sur les derniers titres, et notamment les titres qui testaient. Voilà, avec le claim, les fortes rotations. Ça, c'était le Sam Z d'avant. Est-ce qu'en 2023, par exemple, tu penses que c'est toujours d'actualité? On voit que c'est toujours le cas, par exemple, pour Sky, hein, très clairement. Tout dépend de la cible. Tout dépend de la cible et tout dépend de ce que la recherche envoie comme feedback. S'il y a de la passion pour très peu de titres à l'instant T, il faut que les rotations soient serrées. S'il y a de la passion pour beaucoup de titres, on peut faire des rotations plus larges. Mais tout ça se sent pas comme ça, quoi. C'est-à-dire je vois et j'entends beaucoup de gens qui font de la radio sans recherche, ou alors en allant sur Yacast. Alors, on y vient, mais c'est totalement ce truc. C'est la programmation, la critique qu'on lui fait aujourd'hui, c'est que c'est pas assez artistique, tout le monde joue la même musique, il faut prendre des risques. Et après, il y a plein de radios qui négligent la prog et qui justement se plantent. Il y a d'autres qui mettent aussi des sous dans de la recherche, des call-out et des fois aussi qui se plantent, hein, on peut le dire. Finalement, c'est quand même aussi à s'arracher les cheveux. Franchement. C'est un mélange des deux. La réponse est dans la question, tu viens de le dire, c'est un mélange des deux. En fait, la recherche, c'est confirmer son instinct. Mais c'est confirmer son instinct tous les jours. C'est pas de temps en temps, je fais de la recherche, mais tous les jours, il faut confirmer son instinct. C'est-à-dire, je vise une cible de tel âge à tel âge, plutôt des femmes. Je suis sûr qu'elles vont aimer ce titre, mais je vais quand même vérifier. Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, quoi. C'est ça, en fait. Exactement. Ça change énormément. Ça bouge beaucoup en ce moment. Le Flowers de Miley Cyrus, c'est devenu un tube en une semaine. Et donc voilà. Donc en gros, c'est confirmer son instinct dans les prises de décision de façon régulière,
avec la recherche, mais pas n'importe quelle recherche et pas n'importe comment, parce que faire de la recherche n'importe comment, ça sert à rien. Voilà, il faut bien le faire. Puis voilà, le danger depuis qu'il y a des plateformes musicales et des réseaux sociaux, c'est de perdre son temps à aller checker ce que j'ai fait au début. Le top Shazam, quoi. Le top Shazam, on se dit, tiens, il y a un titre qui buzz, mais finalement, c'est pas dans mon format. En fait, c'est devenir complètement obsédé par ça. Donc, être tout le temps sur son téléphone ou sur son ordinateur, à checker Shazam, TikTok, Spotify, Deezer, Apple, à tout checker. Et au bout d'un moment, pour arriver à faire une synthèse de tout ça, si on n'a pas d'outils, c'est un peu du n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a des radios qui ont changé de format. Je citerai pas de nom, c'est pas la peine d'insister, mais il y a des radios qui ont changé de format parce que le top 50 de YouTube, c'était du rap français. C'est pour te dire à quel point on peut prendre des décisions dangereuses en regardant ces plateformes sans avoir de méthodologie derrière pour analyser tout ce qui en ressort. Que le hip-hop et notamment le rap français, on sait que ça vend beaucoup, ça stream beaucoup, ça fait beaucoup de clics. Et par contre, ça teste assez peu en réalité. Ça dépend sur quelle cible. Et puis le rap français, c'est pas un format en soi, c'est un genre musical, comme il y en a d'autres. Après, baser une station entière sur le rap français, parce que YouTube, c'est essentiellement du rap français, c'est la réponse que je te donne par rapport aux gens qui utilisent pas la recherche et qui prennent des décisions basées sur une perception qu'ils ont de tout ce qui se passe. Mais il se passe tellement de choses, il y a tellement de plateformes, il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement d'interactions que tout ça doit être organisé, sinon on prend des mauvaises décisions. Moi, j'aimerais avoir ton sentiment sur les radios locales, comment on les appelle, les B, tu sais, les B du GIE, voilà, qui misent sur de l'info, du local, de la présence terrain, mais qui, côté musique, font finalement un mix CHR, Hot AC, avec peu de rap justement, un peu de recherche, mais pas trop non plus, et ça fait une musique assez lambda. Est-ce que c'est pas aussi à cause de ce genre de radio, je parle pas des programmes, vraiment de la musique qui donne l'impression aussi que tout le monde joue la même chose partout? Alors moi, je suis très respectueux et passionné par la radio locale, parce que d'abord, les radios sur lesquelles j'ai travaillé sur le continent nord-américain, c'est des radios locales, et la force du local, c'est extraordinaire. Je parlais de la musique, vraiment que de la musique, oui, là, pour le coup. Mais j'en viens. C'est-à-dire que par exemple, Sweet FM, ici au Mans, c'est une super locale qui est très puissante. Je vais prendre des clients de ma startup Musique d'Attaque. Tendance Ouest, pareil. Radio Star à Marseille, Mistral à Toulon. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent coller au maximum à leur cible, et ceux qui utilisent de la recherche ont de très bons résultats. Okay. Après, moi, le sentiment dont tu parles, qui est que tout le monde passe un petit peu la même chose, j'y crois pas trop. Je l'entends sur les stations, et là aussi, je citerai pas de nom, sur les stations qui font leur programmation en allant sur Yacast et en regardant ce que les autres diffusent. Ce qui est la pire chose à faire, en fait. Ce qui est important, c'est de se différencier. Il faut arriver à se différencier. Et pour se différencier, il faut aller demander à son audience qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment dans leurs oreilles. T'as beaucoup travaillé à l'étranger, là-bas, les formats musicaux et les formats même talk sont très, très, très étudiés et réalisés vraiment au millimètre, bien plus qu'en France. Peut-être aussi parce qu'en France, on a ce satané problème de quota. C'est vrai ou pas? Et c'est toujours autant le nightmare pour travailler sur la programmation musicale. Comment tu envisages cette chose-là? Les quotas, le truc c'est que les quotas, c'est la même règle du jeu pour tout le monde. Donc à partir de là, il faut que tout le monde arrive à se... Mais c'est moins facile quand même quand tu fais de l'électro, par exemple, où il y a moins de paroles. Enfin, c'est la oui, même, c'est-à-dire bien sûr, mais je suis pas un partisan des quotas ni voilà. C'est vrai qu'un format électro ou un format un peu désavantagé quand même, ouais. Oui, il faut il y a un truc, qu'il y ait des exceptions. Il y a une question que je vais te poser aussi, parce que j'imagine que quand toi t'as travaillé à l'étranger, t'avais sans doute peut-être la volonté ou même l'obligation ou le sentiment qu'il fallait inclure une dimension culturelle dans ton travail et dans ta prog musicale. Et c'est quelque chose des fois qu'on entend en France, on se dit tiens, les radios du nord de la France, du sud de la France, de l'ouest, par exemple, je pense à It West, où on entend souvent que sur ce genre de radio, il faut diffuser du rock parce qu'à l'ouest de la France, on aime bien le rock. C'est un truc vrai, ça, ou pas?
Toi, ton sentiment. Oui, ouais, oui, c'est quand vrai. même. Ok. Oui, oui, c'est vrai. Il y a je l'ai vérifié il y a pas longtemps avec nos outils et en discutant avec Jérôme Delavaux, qui est arrivé chez It West il y a pas longtemps. Il y a une différence de genre et de préférence et de tempo entre le sud et le nord. Et ça, Sur tu le vois, nord-ouest, toi, dans la recherche, dans ce que tu oui, as oui, avec. je le vois avec la recherche de Musique d'Attaque, je vois que c'est plus pop rock du côté du nord-ouest et plus R&B, funk, dance, pop du côté du sud. Oui, oui, c'est clair. Alors, comment ça marche, Musique d'Attaque? Raconte. Alors, Musique d'Attaque, c'est né pendant le premier confinement. À ce moment-là, je travaillais pour un groupe qui m'a dit il y a plus de budget pour la recherche. Donc je me suis dit s'il y a plus de budget pour la recherche et que mes stations vont descendre dans les sondages, ils vont me blâmer moi. Donc il faut que je trouve une solution. Et la solution, c'était il faut que j'arrive à me connecter à tous les API de toutes les plateformes musicales et tous les réseaux sociaux et d'arriver à normaliser ces résultats pour arriver à savoir exactement qu'est-ce qu'une cible en précise dans une région précise écoute en ce moment. Et comment tu as fait techniquement pour avoir accès à toutes ces données? C'est quelque chose qui est facile d'accès? Il faut demander une autorisation particulière? Oui, alors c'est pas facile d'accès. D'abord, il faut avoir un développeur avec soi et un développeur qui sait de quoi il parle. Et ce développeur, en fait, il va obtenir peu à peu, parce que c'est très très lent, très très long. On parle de quelque chose qui a commencé il y a plus de 2 ans. Et ce développeur va obtenir petit à petit les accès à tous ces API. Alors, il y a certains API qui sont plus simples d'entrée que d'autres. Il y en a qui sont très complexes. Il y en a qui sont payants. Il y a des API qui sont gratuites. C'est jamais c'est jamais le même système, le même fonctionnement, la même structure. Et si on souscrit à Musique d'Attaque, tu régulièrement, une fois par semaine, non? Comment ça se passe? Tu donnes des informations? Ouais, c'est ça? Une fois par semaine? Oui, c'est une fois par semaine. Et l'idée, en fait, de base, c'est que en lisant beaucoup et en écoutant beaucoup des podcasts comme le tien, je me suis rendu compte que les algorithmes de ces plateformes musicales et de ces réseaux sociaux sont très, très, très puissants. Et je me suis dit, mais il faut utiliser cette puissance, en fait. C'est-à-dire que c'est comment David va se battre contre Goliath, c'est en utilisant sa propre force, comme dans l'aïkido. Et je me suis dit, il faut qu'on utilise leurs algorithmes pour la radio. Et c'est ce que fait Musique d'Attaque aujourd'hui en délivrant 3 produits différents. Le premier produit, c'est un produit qui s'appelle le Music Core Chart, qui est l'équivalent du Call Out, où on teste les 50 titres que la radio diffuse le plus en ce moment. Il y a un deuxième produit qui s'appelle le Station Radar. Là, c'est les titres que la station ne diffuse pas et que la cible écoute et interagit avec. Et il y a un troisième produit qui Donc là, c'est plutôt pour aller chercher les auditeurs qu'on appellerait des P2 éventuellement, d'aller recruter un petit peu à la marge de son centre d'écoute, quoi. Alors oui, et aussi faire plaisir aux P1 qui sont en train d'écouter quelque chose sur les plateformes musicales qu'on ne diffuse pas nécessairement maintenant. Et c'est surtout aussi pour pouvoir rentrer des titres en nouveauté avec le moins de risques possible, parce qu'il n'y a pas de raison de prendre des risques fous en ce moment, alors qu'on a les informations disponibles. Ok, et le troisième service, c'est du coup? Et le troisième service, c'est l'équivalent de l'auditorium, c'est-à-dire que la station peut tester 3 fois par an 3000 titres pour pouvoir refaire toutes les catégories avec les récurrents, les gold. Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres systèmes français, notamment, je pense, celui de Fanscore, de Bruno Vitek? Oui. C'est des trucs que vous pouvez, quand on est une radio, on peut bidouiller avec les deux, quoi. Oui. On travaille avec des tas de boîtes de recherche différentes. Avec Bruno Vitek et le Fanscore sur plusieurs stations, avec une autre boîte qui s'appelle Minscore sur Cassis FM par exemple. C'est-à-dire que on a des clients, des radios qui adorent voir les deux résultats en même temps, pour pouvoir les comparer, même en faire un merge, de comparer les deux et de voir ce qui se passe avec ceux qui sont allés chercher dans un panel, etc. Et puis regarder l'activité qui se passe sur les réseaux sociaux et les plateformes musicales. Et quand je parle d'activité, c'est pas seulement de l'écoute, c'est-à-dire que c'est
de l'écoute du titre, c'est le rajout du titre sur des playlists, c'est le partage du titre sur les réseaux sociaux, c'est les commentaires à propos du titre, c'est les likes, les loves, c'est beaucoup d'interactions, et ce sont toutes ces interactions, quand elles sont reliées entre elles, qui nous donnent la satisfaction d'une cible sur un titre dans une région. Donc ça va plus loin qu'un j'aime moyennement, je connais pas, j'aime pas, je déteste, qu'on avait habituellement dans les call-out, on va dire version 1, quoi. Ça va beaucoup plus loin parce que c'est de l'activité réelle dans la vraie vie. Il n'y a pas d'histoire d'extrait de 8 secondes. Il n'y a pas de panel avec des cadeaux. Parce que moi, je me souviens avoir géré des call-outs où la première semaine du call-out, les cadeaux à donner aux gens qui participaient au call-out, c'est des places pour les Black Eyed Peas. Devine quels sont les titres qui sont en top du call-out à ce moment-là. C'est les Black Eyed Peas. Donc, c'est quand même un peu tordu. La semaine d'après, j'ai des consoles de jeux PlayStation. J'arrive pas à avoir de femmes pour participer au call-out, que des hommes. Pareil quand j'ai des places de foot. Donc, là, ce que je voulais faire, moi, c'était sortir de ce genre de choses. Okay. Voilà. Après, il y a des boîtes qui font ça très bien. Bruno Vitek fait ça très bien. Et j'adore utiliser la boîte de Bruno quand je dirige des stations. Mais c'est pas le même produit. La preuve, il y a des radios qui utilisent les deux produits en même temps. Et on est tous très contents. Je pense qu'on a bien compris maintenant la différence entre les différents types de call-outs et d'études, et notamment ce que c'est musique d'attaque. Est-ce que tu perçois, et j'ai encore quelques questions sur la prog, après on passe à l'intelligence artificielle, est-ce que tu perçois aussi cette tendance du retour du rock? On le voit un peu aux États-Unis. Bon, ils aiment beaucoup le hip-hop aussi, hein, très clairement. En France, il y a Europe 2 qui, mine de rien, quand même, est revenu mettre du rock là-dedans. Et puis, voilà, on a des morceaux rock. Est-ce que ça y est, ça revient un petit peu? Parce que souvent, on entend ça, oh là là, ça manque de rock dans les prog. Oui, mais à chaque fois, on teste, ça marche pas. Oui, c'est arrivé il y a un bout de temps. Hein. Il y a bien 18 mois, même un peu plus. Avec Gail, notamment, ces morceaux-là, qui ont bien marché. Oui, et aussi, alors moi, j'étais très surpris parce que je le voyais sur les tableaux de bord de musique d'attaque, Maneskin. Ah, Maneskin. Et voilà, et là, à partir de là, il y a eu une déferlante. Et puis, oui, je confirme. Bon, alors ça c'est bon, c'est validé. Amis programmateurs, quand même, voilà, ayez une petite oreille sur tout ce qui est rock'n'roll en ce moment. Enfin rock, on va pas dire rock'n'roll parce que là, ça fait vraiment boomer comme mot. Et justement, en parlant un peu de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'appauvrissement de l'audience du côté des jeunes, ils s'en vont de la radio, c'est pas une surprise, c'est pas une nouvelle, on va pas revenir dessus. Mais s'il y a de moins en moins d'auditeurs jeunes, comment on va faire pour trouver des futurs programmateurs? Parce qu'un programmateur, c'est quelqu'un comme toi, moi j'ai eu la chance aussi de le faire un peu, c'est avant tout un passionné de radio, un animateur souvent. S'il y a de moins en moins de passionnés parce qu'il y a de moins en moins d'auditeurs, ça va être difficile de trouver des programmateurs. Il va falloir surtout s'occuper des auditeurs. Et il y a des pays où ils n'ont pas le même problème. Je crois que l'Angleterre a pas le même problème, mais quand j'étais en Angleterre, quand j'étais patron de radio en Angleterre en 2001, le DAB était déjà très très fort. L'écoute sur le DAB était déjà très très fort. Donc il y a un développement digital qui est en train de se passer en France, mais qui arrive super tard. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il faut utiliser les forces de Goliath pour se battre contre lui et remettre la radio sur le devant de la scène. Et les locales aident beaucoup à ça, parce que les locales ont une proximité avec leur communauté qui fait que les jeunes accrochent. Et il y a énormément de boulot, oui, il y a énormément de boulot. En Angleterre, ils n'ont pas le même problème parce que la radio est très puissante sur le DAB. Alors, on en vient à l'avenir, au futur. Et c'est aussi en ce moment, hein, c'est l'actu, avec GPT-4, enfin le chat GPT comme on dit, avec OpenAI en France, on en entend parler, on voit que ça marche bien pour ce qui est robot conversationnel. Spotify a voulu remettre de l'audio entre les morceaux pour faire, je cite, comme la radio finalement. Il y a des solutions aussi sur YouTube, il y a aussi de la création de radio via l'intelligence artificielle. Alors est-ce que c'est comme les impressions de 3D? Tu sais, il y a une dizaine d'années, on nous disait ça allait tout changer, l'impression 3D, on allait pouvoir imprimer tout ce qu'on veut à la maison et puis finalement pas grand chose. Est-ce que l'intelligence artificielle, on en fait beaucoup pour la radio en ce moment, on en fait tout un foin et puis il y aura toujours Sam Z à Nosta au Mans dans quelques années? Ce que je sais, c'est que l'intelligence artificielle excite beaucoup et fait en même temps beaucoup peur.
Il y a des gens qui ont peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle. On parle de ça, vraiment, le truc, il est là, hein, franchement. Ouais. Est-ce que ça va remplacer l'humain, les voix, etc. Alors, ce que je pense, et c'est ce que j'ai vu aussi des gens qui ont créé ce système d'intelligence artificielle pour la radio, c'est que ne sont pas les gens qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle, ce sont des gens qui vont être remplacés par des gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, si je peux vous suggérer quelque chose, il faut apprendre à s'en servir. Comment dire, et pour la programmation musicale, il est clair que a priori, c'est pas à toi que je vais l'apprendre puisque tu utilises déjà beaucoup les données. À terme, la rapidité avec laquelle tu vas traiter toutes les données que tu as reçues, ça va être phénoménal avec les évolutions de GPT-4 ou 5 bientôt, quoi. Ça va être incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais j'ai vu des trucs vachement bien en fait là-dessus. C'est-à-dire j'ai vu par exemple des réseaux qui ont plein de petites villes sur lesquelles il n'est pas possible de mettre des gens qui font la météo ultra locale sur plein de petites villes en même temps. J'ai vu des robots faire ça très bien. Je défends pas les robots, hein, mais disons que l'animateur qui anime sur toute une grosse région et qui a plein de petites villes, il pourra cloner sa voix et avoir sa voix qui fait automatiquement les météos locales. C'est pas pour tout de suite, mais c'est en train d'arriver. Mais c'est vrai que l'animateur qui sait utiliser l'intelligence artificielle aura plus de chances d'avoir un job qu'un autre. C'est intéressant ce que tu dis. On a peut-être peur de ça au même titre qu'on avait peur du voice track, et on s'est rendu compte que certaines radios pouvaient se servir du voice track. Je pense à Sweet FM, du voice track parce que ça permettait de mettre de l'argent dans du local et dans des journalistes, et donc finalement il y avait aussi un bien pour l'antenne. Donc en réalité il peut y avoir quelque chose. C'est quand même on le regarde avec méfiance, hein. Mais c'est normal, hein. Il faut. On a connu ça avec nos 3 bouts de ficelle, avec un G-Selector, etc. Et on se dit, mais peut-être qu'on va, en quelques années, complètement se faire raser du paysage. Alors, c'est normal qu'on soit méfiant. Toi, tu as plutôt une vision optimiste de tout ça. Je suis aussi excité que j'en ai peur. Parce que quand c'est bien utilisé, c'est génial. Quand c'est mal utilisé, c'est, par exemple, un voice track mal utilisé, c'est vraiment pas terrible. Alors misons sur le fait que Spotify, avec ses voix artificielles, soit assez nul en fait entre les morceaux, et que finalement, ça soit pas aussi compétitif que des bons speaks. Attention, des bons speaks. Ils vont de toute façon, ils veulent rentrer en frontal, en concurrence frontale avec la radio, puisqu'ils ont maintenant un DJ qui intervient tous les 5 titres, et après on pourra choisir la voix, l'âge, etc. Et oui, ils rentrent en concurrence frontale, donc il faut se battre contre eux et avec eux pour rester quelque chose de hot et de sexy, et utiliser leur propre force contre eux. C'est ce que je propose en fait. Sam Z, une carrière incroyable. On va terminer justement par cette question. La plus belle aventure radio, la plus délicate, et la prochaine, finalement, c'est quoi? Allez, on va démarrer par la plus belle aventure. Voilà. Alors, c'est vraiment une question piège, parce qu'il y a tellement... les aventures sont toutes uniques, mais c'est vrai que l'aventure... Fun Radio, avec Gaël et Morgane et Xavier, c'est vrai que c'était et puis c'était sur deux fois, c'est-à-dire que ça a duré 7 ans en tout. Parce que la première fois, j'ai été de 97 à 2001, et la deuxième fois de 2005 à 2007. Le plus gros regret, l'aventure la plus délicate, c'est peut-être Virgin. Tu nous en as parlé, tu as dit 2-3 mots tout à l'heure sur le fait. Oui. Disons que pour faire court, parce que j'ai pas vraiment envie de beaucoup commenter là-dessus, mais pour faire court, voilà, c'était pas nécessaire d'effacer la marque Europe 2, quoi. D'ailleurs, tu vois, ils t'ont écouté. Mais c'est pas si mal que ça, hein, le retour d'Europe 2. Petite digression, on a le droit quand même, c'est un podcast, on fait ce qu'on veut. Petite digression, c'est pas si mal que ça, hein. Franchement, le retour d'Europe 2, moi je suis assez client en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir. La prochaine aventure, alors... quand je dis ça, attention, hein, entendons-nous bien. Il y a une aventure en ce moment, celle que tu fais à Nosta. Moi, j'envisageais peut-être... est-ce que tu as envie de revenir aux manettes, le management de la radio en France Est-ce que tu aurais envie de faire comme, je sais pas, Morgane, par exemple, qui à un moment donné est parti sur une radio talk, vraiment hard, hein, talk, là, pour le coup, il est parti sur RMC. L'aventure que je vis en ce moment est palpitante, entre l'antenne qui me donne l'impression que j'ai 17 ans
et le développement de la start-up. Tu réussis tes raccros, c'est bon? T'es ok? Alors au début, j'en ai chié. Hein. Mais heureusement, j'ai un super boss qui s'appelle Laurent Lefebvre, qui est basé à Rouen et qui m'aide beaucoup, qui est très patient et en même temps très exigeant. Mais voilà, ce que je vis aujourd'hui est palpitant et je prépare justement avec ces émissions locales au quotidien plus ma start-up, je prépare la suite, quoi, c'est-à-dire ce qui va se passer après. Parce que ça s'arrête jamais, hein, quand on est programmateur, quand on aime la radio, ça s'arrête jamais. Hein. Tout à l'heure, je disais, on est les Sherlock Holmes un peu de la programmation musicale. De toute façon, on est toujours comme ça, ouvert, on regarde ce qui se passe à droite, à gauche. Et c'est pour ça que nous, on fait du podcast, et c'est pour ça que toi, tu continues de faire de la radio. C'était passionnant. Merci beaucoup, Sam. Qui avait une sinusite au moment de cet enregistrement, il faut le signaler. Toujours. Oui, qu'il l'a toujours. Qu'il l'a toujours. Et c'est très douloureux, et donc il s'est fait violence pour être au micro. Merci beaucoup. Ça serait sympa de se refaire un podcast et de parler d'autre chose que de moi, parce que là, je me sens vraiment égocentrique. Et ça serait top. Après, c'est l'interview d'une personnalité de radio, donc a priori, ça se passe comme ça. C'est le concept. C'est un peu le concept. Merci beaucoup. Merci une fois de plus. Quel parcours. Et on se retrouve très bientôt dans Des Ondes Vocast. À bientôt. Salut, merci à toi. Ciao. Des Ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et merci à Sam Z en effet pour cet entretien et à Julien Vigier pour l'avoir mené d'une main de maître. Merci aussi à Rémi Bertolon pour sa contribution dans la première partie. Des Ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audou au micro. Des Ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio tous les premiers du mois depuis 2018. On se retrouve donc le 1er juin pour un nouvel épisode. Et pour tous vos commentaires ou vos contributions, vous n'hésitez pas, rendez-vous sur vocast.fr. Salut! Des Ondes Vocast.